Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Le jeu de société, comme le jeu en entreprise, sont des marchés en plein essor. Mais même si les entreprises font plus régulièrement appel à des serious games ou à de la gamification, toutes les personnes ne sont pas convaincues de l'impact positif du jeu dans un cadre sérieux. Pour en discuter, je suis heureux d'avoir avec moi Clément Serriot, le cofondateur de Coloc. Bonjour Clément. Bonjour. Alors avant de parler de Coloc et de l'impact du jeu en entreprise, peux-tu nous dire ce que représente le jeu pour toi ? Ouais, bien sûr, déjà à titre personnel, c'est quelque chose que je pratique depuis tout petit. Alors à la base, moi, c'était plutôt via le scoutisme que j'ai découvert le jeu, plutôt le jeu collectif, le jeu live en plein air. C'était ça mes sources d'inspiration et c'est comme ça que j'ai créé aussi mes premiers jeux, plutôt pour des enfants. Et après, ce que ça m'inspire, c'est le côté social, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Donc jeux de société, même sur les jeux vidéo, c'est ça qui me motive le plus dans le jeu. Ok. Alors pourquoi est-ce que tu as co-créé Coloc, parce que tu n'es pas tout seul ? Ouais, effectivement, on est plusieurs, on est 4 à avoir co-créé Coloc. Écoute, on était tous un peu dans la même situation professionnelle. On venait de se lancer plutôt dans des grosses entreprises et on était un petit peu bloqués dans nos grosses boîtes avec des boulots où on trouvait pas forcément de sens. Et on a découvert le jeu Escape Game en 2011 à Budapest avec Anna. Notre cofondatrice, et ça a vraiment fait écho avec la situation qu'on était en train de traverser dans nos boîtes, en se disant cet outil-là, il pourrait être vraiment top, ce jeu-là, il pourrait vraiment être un bon jeu de cohésion d'équipe pour renforcer la communication au sein des équipes en entreprise et surtout dans les grosses boîtes dans lesquelles on était. Ça a commencé un peu comme ça, et ça vient aussi de l'idée et de l'envie de créer une entreprise depuis assez longtemps qui était partagée. Et après, voilà, on a développé l'entreprise sur d'autres types de formats de jeux, mais à la base, c'est vraiment à Budapest que tout a commencé avec la découverte du premier escape game d'Europe, qui était bien artisanal, mais vraiment très sympa. D'accord. Et alors tu parles du fait que vous étiez un peu coincé dans vos entreprises. Quelle place avait le jeu à ce moment-là Alors en 2011, vous n'avez peut-être pas lancé tout de suite Coloc, mais Non, ouais, effectivement, ouais. est-ce qu'il y avait déjà du jeu en entreprise ou est-ce que c'était déjà un petit peu courant ? Alors pas dans les entreprises dans lesquelles on était, pour le coup, c'est pour ça que ça nous a inspiré, mais le jeu en entreprise, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Au début, c'était surtout des simulations plus que des jeux. Donc, on fait remonter les premiers jeux en entreprise déjà au temps du taylorisme, où il y avait des jeux pour augmenter la productivité. Dans les années 80, tu as eu les business games, qui étaient des simulations pour entraîner, par exemple, les managers ou les salariés. Donc, ça existait. Moi, à titre personnel, c'est jamais des choses auxquelles j'ai été confronté dans le monde professionnel. Alors, ça a un peu évolué depuis, mais en tout cas, dans les grosses entreprises dans lesquelles on était, c'était vraiment pas présent. Et alors depuis que vous avez créé Coloc, comment est-ce que la place du jeu a évolué ? Est-ce que tu as remarqué des évolutions ? Oui, complètement. C'est assez intéressant. Il y a eu alors je sais pas si c'est représentatif, mais nous, il y a eu vraiment une bascule, je dirais, il y a un peu plus de 2 ans, sur la perception que pouvaient avoir les entreprises de ce qu'on proposait. Nous, on a toujours été convaincus que le jeu, c'était un levier de plaisir, d'engagement au sein des entreprises. Ça pouvait améliorer le quotidien des équipes et puis aussi la performance, parce que c'est des arguments qui sont importants pour les entreprises. Mais au début, on n'était pas vraiment écouté, on était plutôt perçu comme un acteur qui faisait des jeux de cohésion, c'était que du fun uniquement. Et il y a eu un changement, je saurais pas trop t'expliquer pourquoi. Peut-être que c'est l'émergence de plusieurs entreprises en même temps qui proposaient des choses un peu similaires, ou une évolution de la prise en compte des envies des collaborateurs, je sais pas, mais oui, il y a eu vraiment un changement il y a à peu près 2 ans, je dirais, sur l'accueil qu'on a pu recevoir et la prise de conscience en entreprise du rôle du jeu. Votre offre chez Coloc c'est également diversifié. Vous avez commencé avec l'escape game pour du team building et de l'événementiel. Et puis au fur et à mesure, vous avez adressé des sujets plutôt liés aux ressources humaines. Est-ce que tu peux nous parler un peu des atouts de l'escape game dans ces contextes-là ? Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'était un des pouvoirs de l'escape game qu'on a découvert
en créant nos premiers escape rooms avec nos premiers clients entreprises, que c'était un moment collaboratif et un moment fun et un moment de plaisir. Mais il y avait aussi, via le jeu, un canal nouveau de transmission d'informations dans les entreprises pour leurs salariés. Et en fait, on a pu expérimenter sur plusieurs grands temps forts de la vie en entreprise, avec des atouts très différents. Mais pour donner au moins 2 exemples, le premier c'est le recrutement. Depuis 2017, on a lancé l'escape game de recrutement. Donc c'est une approche vraiment sur mesure où on crée des jeux avec des clients pour identifier des compétences lors du process de recrutement. Ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais c'est super efficace et c'est quelque chose de très très nouveau comme approche. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un vrai pouvoir de révélation des compétences et des comportements des candidats, en plus de l'entretien qui peut être un exercice un peu cadré. Et donc c'est une approche qui a beaucoup plu à certains de nos clients pour avoir un regard nouveau sur les candidats. Alors, sans être éliminatoire, ce serait un peu en mode koh un peu dur, mais vraiment un angle nouveau et une facette des candidats qu'ils ne pouvaient pas voir. Le deuxième cas intéressant, c'est la partie formation. Alors là, c'est un petit peu plus connu, je pense, tout le monde des serious games académiques notamment. Mais dans le monde de l'entreprise, ça a vraiment évolué. Et ce qui est intéressant, c'est que on est un petit peu sorti du serious game uniquement digital, qui était bien répandu, je pense, qui s'est bien développé depuis une dizaine d'années. Et nous, on est arrivé avec une approche très physique et expérientielle du serious game. Où en fait, par exemple, sur un jeu de sensibilisation aux bons gestes éco-responsables, par exemple, ou à la sécurité sur le lieu de travail, on mettait les collaborateurs en situation et ils devaient, par exemple, identifier les risques sur une scène de travail, identifier les collègues qui présentaient des risques psychosociaux, vraiment en les confrontant en direct à des choix et à des actions dans le jeu. Et là, le côté physique était un super atout qui a augmenté l'impact de ces jeux-là. Et vous avez aussi développé une expertise en création de jeux pour l'entreprise, donc en dehors de l'escape game, en plus de l'escape game. Et qu'est-ce qu'apporte cette activité et qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à l'offre escape game? Effectivement, en fait, plus on crée des jeux escape game au début pour des besoins de team building, et plus on s'est rendu compte que il fallait peut-être amener des éléments en plus quand on voulait créer des jeux, soit des serious games, soit des jeux sur mesure. Donc, on a développé une méthodologie pour bien identifier les messages que voulaient faire passer les entreprises. Ça se rapproche beaucoup du design thinking. Donc c'est des méthodes assez classiques de créativité pour être sûr de faire un jeu qui va plaire à tout le monde, notamment à ceux qui sont ciblés par ce dispositif-là. Ce que ça apporte, c'est un vrai accompagnement et une vraie co-création en fait avec les clients. C'est c'est des super expériences à chaque fois. Tout le monde prend beaucoup de plaisir dans la création de ces formats-là parce que c'est des projets qui vont durer, 3 à 6 mois où on va faire des ateliers de créativité avec notre client, avec les utilisateurs, faire beaucoup de tests des jeux. Donc c'est pour les clients, c'est vraiment du plaisir d'expérimenter ces nouvelles méthodes de création. Et puis il y a quand même aussi l'impact que ça apporte, c'est-à-dire que le pari qu'on fait avec nos clients, c'est que en déployant un jeu, on va être plus attractif pour les collaborateurs et des messages qui pouvaient sembler peut-être un peu lointains ou un petit peu ennuyeux vont être présentés d'une nouvelle manière beaucoup plus engageante. Et donc ça, c'est aussi pour eux un nouveau moyen d'attirer l'attention de leurs collaborateurs sur leur message. Quelle va être les différences principales entre un jeu physique et puis de l'escape game? Parce que tous les deux permettent de transmettre des messages, mais différemment. Dans quel cas, par exemple, une entreprise va plutôt se tourner vers un escape game ou vers un jeu physique? En fait, dans la phase de cadrage des formats, on a toute une grille de critères qui nous donne des formats les plus adaptés. Après, c'est toujours à discuter, mais l'escape game, on va chercher beaucoup la notion d'immersion, de petite équipe aussi, parce que tu peux pas forcément pour que ce soit vraiment impactant, ça se joue toujours par équipe de 5. Ce qui fait la différence, c'est aussi la notion de temps disponible, d'espace disponible, la taille des groupes. Je pense que les mécaniques après qui sont derrière, elles peuvent être transposables d'un jeu à l'autre.
Mais en fait, pour que ça colle avec un escape game, il y a quand même pas mal de critères qui doivent être cochés, parce que c'est assez spécifique. Il y a une salle, un temps limité, une équipe de 5, donc ça ne colle pas à tous les contextes où parfois on a besoin de toucher beaucoup plus de monde, parfois on a un peu moins de temps. Parfois, on a aussi une entreprise qui veut pas forcément faire un pas de côté trop important, tu vois, dans l'univers et le décalage sur les histoires qu'on peut proposer. C'est tous ces critères-là qui font qu'on va pas toujours être en train de travailler sur un escape game avec nos clients. Ouais, d'accord. C'est clair. Et vous proposez aussi des jeux digitaux, donc en plus d'escape game et des jeux physiques. On en parle beaucoup en ce moment, puisque beaucoup de gens travaillent à distance. Euh, Comment est-ce que vous faites en sorte que ces jeux digitaux apportent une valeur ajoutée par rapport à des jeux en présentiel, du coup? Mm. Ah bah, c'est sûr que c'est actuel comme sujet. Et on a vu beaucoup de jeux de team building à distance émerger pendant le confinement. Et franchement, pour en avoir testé beaucoup, il y a plein de choses super qui se font. La vraie valeur, c'est de tester la coopération en équipe à distance, si tu veux. Pour moi, c'est complémentaire de ce qu'on faisait déjà sur le présentiel. On essaie vraiment de montrer qu'on ne peut pas avoir les mêmes choses. Enfin, on est tous bien conscients que même le travail au bureau versus le travail chez soi, c'est pas la même chose. Bah, les jeux à distance versus les jeux présentiels, c'est pas la même chose non plus. Il y a une vraie valeur ajoutée, je pense, pour euh, tester ou en tout cas évaluer et travailler même les capacités de coopération, de communication et de collaboration à distance. Donc quand on est dans un jeu digital, ben on va devoir prendre des décisions en équipe, mais on est tous devant notre écran. Et donc on a on a fait en sorte, pardon, que nos gameplays mettent en scène cette collaboration et qu'on ne soit vraiment pas que tributaire, par exemple, que d'un seul membre de l'équipe, mais que ce soit des décisions en équipe. Si on prend un escape game digital, par exemple, la décision d'aller visiter telle ou telle pièce, les informations trouvées dans tel ou tel coffre digital, elles sont remontées à l'ensemble de l'équipe qui prend ces décisions en équipe. Donc ça se rapproche beaucoup d'une réunion à distance, par exemple, si on prend le monde de l'entreprise, où ben, parfois tout le monde parle en même temps, la parole est coupée, tout le monde n'a pas forcément pris la parole. C'est ce genre de choses-là qu'on peut vraiment travailler avec des jeux digitaux. Justement, au niveau de la conception, tu parlais de l'escape game digital. Quelles vont être les différences au niveau de la conception d'un jeu en ligne par rapport à un jeu en présentiel? Alors c'est pas du tout le même périmètre, c'est clair. Bah déjà la composante technique est très différente sur nos escape games physiques. On travaille plutôt de la matière brute, j'ai envie de dire, des objets en bois, en métal, de l'électronique, etc. Là, il faut imaginer des mécaniques qui peuvent être collaboratives et sur un écran. Euh, dans la méthode de création, il y a peu de changements. Enfin, dans la façon dont on travaille, il y a toujours un atelier sur l'histoire et l'univers, et après plusieurs ateliers sur les messages qu'on veut faire passer dans cet escape game, qu'il soit physique ou digital. En revanche, le digital permet beaucoup plus de tests, ça qui est aussi intéressant. Sur le physique, il y a des temps de production bah, qui sont un peu longs, donc nous on a des méthodes de test un peu avec des maquettes, etc. Mais sur le digital, c'est accéléré, on peut beaucoup plus vite tester. Et après, je le disais, c'est des mécaniques qui doivent être adaptées. C'est-à-dire que quand on est dans un jeu physique, on peut répartir des objets dans l'espace, répartir des informations dans l'espace. Là, il faut que tout soit sur une seule interface et qu'on s'y retrouve pour que ce soit pas une pagaille digitale où on ne sait pas où est chaque équipe. Donc c'est à nous de bien structurer les interfaces et le gameplay pour que les joueurs soient suffisamment guidés pour savoir un peu où est-ce qu'ils doivent aller chercher les informations. Mhm. Et qu'est-ce que tu penses du fait de passer ou transformer un jeu physique en jeu digital pour s'adapter à la situation aujourd'hui? Est-ce que est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il vaut mieux créer quelque chose de zéro qui soit plus adapté au contexte en ligne, quoi? Ben, c'est possible, on est en train de le faire avec pas mal de clients qui se rendent compte qu'effectivement la situation sanitaire va rester comme ça pendant assez longtemps. Ça demande
ça demande quasiment autant de travail effectivement qu'une création de zéro, à la différence près que les messages notamment sont déjà identifiés. Donc je Mmh. prends l'exemple, là on a travaillé sur un jeu sur le sexisme en entreprise, qui à la base était un jeu physique avec voilà on découvrait dans la pièce des situations et ça devait nous interpeller, on devait prendre des décisions de à chaque fois qu'est-ce qu'on faisait en fonction de la situation qu'on découvrait. Et très vite, donc ce jeu-là, on devait le terminer pour mars en physique. Voilà, il y a la crise du Covid qui est arrivée. Et là, on s'est dit, bah, faisons une adaptation digitale. Bah, on est reparti sur, d'un point de vue technique, on est reparti quasiment de zéro. Parce que même d'un point de vue visuel, il faut quasiment tout recommencer. Mais la partie message, qui est quand même une bonne partie du travail, de identifier, prioriser, mettre en scène les messages, ça c'est déjà quelque chose qui était réalisé. Donc, on gagne quand même du temps. Mmh. D'accord. Alors, on va reparler de manière générale, que ce soit des jeux digitaux ou physiques. Selon toi, quels sont les éléments, auxquels il faut faire particulièrement attention lorsqu'on conçoit un jeu? Hem, 1re chose, c'est le joueur, vraiment la base. Alors surtout pour un jeu en entreprise, mais dans le jeu en général, heu, qui est notre joueur? Est-ce que c'est un hardcore gamer ou vraiment un novice qui joue jamais? Quels sont ses référentiels, culturels, ses univers? Pour essayer vraiment dans le rendu, physique ou digital du jeu, d'être au plus près et de tout de suite, avoir, un onboarding qui est facile parce qu'on lui propose un univers avec lequel il est familier. Et pareil sur les mécaniques. On va bien sûr pas proposer le même, gameplay à un joueur, novice, en entreprise versus un gros gamer, qui est beaucoup plus exigeant, qui va avoir, des attentes en termes de mécanique et de complexité bien plus importantes. Donc, 1re chose, c'est bien connaître son joueur et de notre côté, ça passe par l'intégrer vraiment dès le début, dans la création. La 2e chose, c'est le testing. Enfin les tests, le joueur cible et puis avec d'autres parties prenantes, tester le plus possible son gameplay parce que ben, quand on est embarqué dans une création, même si on a beaucoup d'itérations, on peut parfois se s'éloigner un petit peu des attentes des joueurs ou ne pas les écouter parce qu'on est embarqué dans notre création. On essaie nous de très vite mettre sur le papier des premières idées, de les maqueter, et de les tester très très vite pour éviter de partir dans des mauvaises directions. Et puis après, la dernière chose, c'est la variété des mécaniques. Je pense que peu importe le public, penser un flow de jeu qui soit évolutif pour que on garde les joueurs avec nous le plus longtemps possible. Donc ça c'est, alors, tous les jeux n'ont pas forcément cet objectif-là, mais nous en tout cas on essaie vraiment d'avoir cette idée-là, d'avoir un onboarding dans le jeu qui est simplifié et puis de travailler le gameplay pour qu'il dure le plus longtemps possible et que les joueurs soient à fond dans le jeu le plus longtemps possible. D'accord. Et alors, au niveau de l'animation, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que ce sont, généralement des jeux qui sont autoportés, donc il y a pas besoin d'animateur? Ou est-ce que vous conseillez, qu'il y ait une personne, qui anime le jeu ou alors qui anime quelque chose avant ou après le jeu? Nous on est super attachés au côté humain, donc il y a quasiment tout le temps des animateurs, même sur nos jeux digitaux. Donc on a une base de 80 animateurs. Et c'était d'ailleurs difficile pour eux avec le contexte parce qu'on a eu beaucoup moins d'événements, donc ils se retrouvaient un petit peu dans l'attente. Et ils ont dû eux aussi transformer leur mode d'animation parce que souvent ce sont des comédiens, des animateurs professionnels. Leur rôle il est essentiel, c'est eux qui sont les premiers garants de l'immersion et de l'onboarding de nos joueurs. Donc dans le cycle de vie du joueur, au début il arrive et son premier contact avec le jeu, dans nos jeux en tout cas, c'est l'animateur. Quelle énergie il va véhiculer, quel univers il va véhiculer, comment il va introduire le jeu. Ça c'est essentiel, c'est son premier rôle. Et son deuxième rôle, c'est d'être là pour adapter au mieux le niveau du jeu, pour pas en gros qu'on perde les joueurs au sein du jeu. Donc on est vraiment partisan pas forcément d'un gameplay autoporté, mais plutôt d'un gameplay évolutif avec les animateurs qui vont venir adapter le niveau de difficulté juste pour être dans le niveau de frustration suffisant pour que le jeu soit plaisant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si c'est trop simple dans le flow du jeu, on va s'ennuyer. Si c'est trop dur, on va en sortir. C'est la notion assez classique du flow.
L'animateur, lui, il est vraiment le garant du flow, c'est-à-dire que quand il va sentir que dans le jeu, il y a trop de frustration sur une énigme, son rôle c'est d'intervenir au bon moment. Et sur une équipe qui est très expérimentée dans le jeu, peut-être qu'il va intervenir qu'une seule fois, mais par contre, il faut être vraiment vigilant d'intervenir au bon moment. Est-ce que il a aussi un rôle d'animation d'un débriefing, par exemple, pour revoir un petit peu les messages qui étaient présents dans l'escape game, pour prendre du recul par rapport à l'expérience que les joueurs ont vécue, ou ça, c'est encore une autre personne qui s'en charge? Ça va dépendre du niveau de sérieux du jeu, j'ai envie de te Mhm. dire. Mais sur le team building, il y a toujours un petit retour à chaud, mais plutôt voilà comment vous avez senti l'expérience. Ça rentre aussi dans le parcours de jeu à la fin d'avoir ce petit échange où tout le monde va exprimer ses ressentis par rapport à la partie de jeu. Quand on est sur des messages plus sérieux, notamment sur le recrutement, la sensibilisation, c'est plutôt chez nous en tout cas une personne de l'entreprise qui va prendre la parole pour être bien garante des messages de l'entreprise. Alors pas dans un format descendant, vraiment dans l'interactif, le dynamique et l'échange avec les joueurs. En tout cas, on essaie vraiment de préserver cette unité de l'expérience. Si d'un coup on vous met tous assis avec une grosse présentation, bah, ça détonne un peu avec le jeu qui vient de se passer avant. Donc on essaie de préserver ça, mais en revanche, on essaie vraiment de donner la parole à notre interlocuteur pour qu'il soit, bah, ça sera le meilleur ambassadeur de ce qu'il a envie de dire. Mhm. Est-ce que vous avez un moyen d'évaluer l'impact du jeu qui vient d'être vécu? Je pense que ça, c'est toujours un problème dans la partie entreprise. Nous, on essaie plusieurs choses. On a d'abord un système d'évaluation à la fin des jeux. Donc, par exemple, si on prend les jeux physiques, il y a souvent une tablette à la fin où les joueurs vont pouvoir laisser un ressenti, une note, pour voir bah, comment ils ont vécu l'expérience, est-ce que ça leur a apporté quelque chose. Ça, c'est, on va dire, le ressenti à chaud. Ça peut venir se coupler aussi dans les jeux où il y a des messages importants à faire passer, avec un ressenti à froid quelques jours, quelques semaines après, pour voir ce qu'ils en ont retenu. Ça nous permet de voir un petit peu si le jeu a eu un impact. Ça, c'est pour les jeux physiques. Sur les jeux digitaux, il y a beaucoup plus de moyens de récupérer des retours. Ça, c'est aussi ce qui rend le format intéressant et très complémentaire. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais résoudre une énigme, répondre à une question, résoudre un problème, bah, c'est un point de données. Et du coup, je peux assez facilement mesurer, si je prends l'exemple d'une campagne de sensibilisation, est-ce que mes collaborateurs sont bien au fait des dernières normes de sécurité liées au Covid, par exemple. Je fais un jeu sur ce sujet-là, et tout de suite, question par question, bah, je peux avoir, alors pas de manière nominative, bien sûr, c'est anonyme, mais au moins une prise de température de comment mes collaborateurs sont au fait ou non de ce sujet-là. Ça, c'est super intéressant et c'est des informations que nos interlocuteurs dans les entreprises n'avaient pas forcément auparavant. Et dans les retours du coup que tu peux avoir par rapport à ces questionnaires, est-ce que tu remarques que les gens sont ouverts à l'utilisation du jeu dans le cadre de l'entreprise? Ou est-ce que tu as remarqué une évolution par rapport à ça? Je sais pas s'il y a une évolution franche. En tout cas, par rapport à notre expérience, il y a un très bon accueil du jeu, notamment, je pense, via le rôle de l'animateur pour adapter l'accueil et le niveau de difficulté. Mais du coup, il y a un très bon accueil chez quasiment tous les publics. J'ai pas trop c'est plutôt des exceptions où c'est vraiment à la marge, mais tu vois, même sur des publics qui peuvent être un petit peu éloignés du jeu, parce on a déjà fait des jeux dans des usines, par exemple, avec un public ouvrier où il y avait une crainte que ils se prennent pas au jeu. Et d'ailleurs, les premiers, au début, c'était avant de faire le jeu, il y avait beaucoup de doutes et de scepticisme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la différence entre ce qu'on voit avant le jeu et après. Et ça a été toujours un succès, même sur les publics où on avait bah, une question ou un doute. On a, alors pas, c'est pas du 100%, c'est pas vrai. Il y a toujours, peu importe les publics, il y a des gens qui aiment pas jouer. Et ces personnes-là, il faut essayer d'abord de les embarquer. Et puis sinon, il faut leur dire, bah, juste ne nuisez pas à l'expérience des autres. C'est la façon dont nous, en tout cas, on gère ces profils vraiment non joueurs. Mais sinon,
vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que les publics sont tous réceptifs. Du moment qu'on a bien conçu le jeu et que le jeu est bien conçu pour ce public-là en particulier, ça fait mouche. Ouais. Ok. Alors, on va essayer de se projeter un peu. À ton avis, comment est-ce que le marché du jeu serious game, va-t-il se développer? Et puis, quelle place Coloc va-t-il prendre dans ce marché? Il y a 2 dimensions. Je pense que sur la dimension, virtuelle, le marché il est déjà bien, développé et il y avait une sorte peut-être de tassement sur les formats serious game un peu classiques qu'on a vu dans les dernières années, mais là je voyais l'émergence justement du serious game physique comme nous on pouvait le proposer, qui venait en complément. La partie serious game physique là pendant quelques mois, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il va y avoir un retour, en tout cas encore un développement sur la partie digitale. Et nous on est à la fois sur le physique et sur le digital, donc je suis très attaché à cette complémentarité. Et c'est pour ça que j'ai aussi hâte que le physique puisse être de retour parce que voilà, on fait pas les mêmes activités comme je le disais en introduction. Les impacts sont pas les mêmes. Le côté expérientiel est beaucoup plus présent dans le physique. Et cette complémentarité, elle peut manquer, elle va manquer, je pense, dans les prochains mois, où on va avoir beaucoup de virtuel. Sur la place de colloque, nous, on vient plutôt du monde du physique, donc l'escape game, et après les jeux de rôle, les jeux de plateau. Euh, donc ça va continuer d'exister et je pense que quand la crise sanitaire sera passée, ça va repartir de plus belle parce qu'il y aura besoin de se retrouver, de passer du temps ensemble, d'échanger, de prendre du plaisir en présentiel. Donc là-dessus, voilà, nous on est bien positionné sur le marché, on a beaucoup de créativité, plein de formats, donc je me fais pas trop de soucis. Il faut juste attendre que l'orage passe entre guillemets. Et sur la partie digitale, nous, on a vraiment l'ambition de créer enfin, une plateforme qui va permettre à chacune des entreprises de créer leur propre parcours. En fait, c'est ça notre vision, c'est que au lieu de faire vraiment un jeu sur mesure pour chacun, on aimerait mettre à la disposition du plus grand nombre les techniques de jeu et de la gamification. C'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, en tout cas. Ok, Donc voilà, en d'accord. espérant que ça nous porte chance et qu'on puisse prendre une bonne place, mais voilà, notre ambition c'est de pouvoir démocratiser ça un maximum. Super, on va suivre ça avec intérêt. Ah, du coup, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et dont tu aimerais parler? Il y a un petit sujet que je trouve intéressant, c'est plutôt une réflexion que je me fais. Souvent, c'est plutôt sur les praticiens de la gamification, qu'ils soient en entreprise ou en université. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de communication entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et là, c'est aussi, je suis super content de participer à ton podcast pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui sont venus partager leur retour d'expérience, et il y a beaucoup de choses très riches qui se font. Et malheureusement, je trouve, alors c'est sûrement la faute est sûrement partagée, mais encore pas suffisamment de collaboration. C'est le cas, je pense, dans d'autres domaines. Hein. On a toujours le problème entre la recherche appliquée en entreprise et la recherche fondamentale. Sans aller dans ces sphères-là, je pense qu'on y gagnerait tous. Nous, sur la partie entreprise, à confronter la pratique avec la théorie. Et puis aussi se plonger un petit peu plus dans les théories d'apprentissage, par exemple, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté plus académique, avoir plus de cas pratiques d'application, puisque là on a beaucoup de clients. Je pense que tout le monde y gagnerait à ce qu'il y ait un dialogue un peu plus important. Je sais pas si tu partages ce point de vue ou pas, mais Ouais, ça peut être intéressant. On m'a déjà suggéré de faire un épisode avec des universitaires. Pourquoi pas mélanger universitaires et personnes du monde de l'entreprise et faire quelque chose tous ensemble. ouais, franchement, après voilà, nous on est pris dans l'activité. Je pense qu'on fait pas non plus suffisamment les efforts pour aller chercher la mise en relation et les contacts, mais voilà. C'est peut-être, j'en suis une petite bouteille à la mer ici sur la fin du podcast. Ça marche, on va voir si elle atterrit quelque part. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.